Bonjour. qui vont prendre la parole tout à l'heure. Les objectifs de ce webinaire. Nous allons faire une présentation rapide de Microsoft Teams, à l'issue de laquelle on se posera la question pourquoi l'accompagnement est-il utile, et on vous montrera un exemple d'accompagnement possible avec Keros Transformation. Donc on a deux grandes parties dans ce webinaire ce matin. Découverte de Teams, en mode quand même assez synthétique, hein. D'abord, je pense que certains d'entre vous connaissent peut-être. On fera un petit sondage tout à l'heure pour le savoir. Et ensuite, l'accompagnement avec Keros. Donc, sachant que Keros Transformation n'est pas un produit qui est dédié à Teams ni dédié à Microsoft, mais un produit générique pour faire de l'accompagnement. Nous allons vous faire découvrir ce et donc, Teams est un exemple, et l'exemple d'accompagnement sur Teams. Alors, qui sommes-nous? Donc, moi, je suis le fondateur de Keros Transformation, qui a été créé l'année dernière, en 2017, et qui commence à prendre un envol certain en 2018. Et je suis accompagné de Frédéric et Samir, que je laisse se présenter en quelques secondes. Voilà. Pour le coup, je vais brancher ma caméra. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Frédéric Diglaria, je suis consultant chez Econocom et je travaille donc avec Keros Transformation sur l'accompagnement de nos clients sur la transformation digitale. Keros, plus particulièrement dans l'enseignement, dans l'éducation, puisque c'est le milieu d'où je viens, puisque j'étais DSI dans des écoles Sciences Po Lille et Schema Business School. Je prends le relais, Amara Samir, donc un des fondateurs et dirigeants d'IT System. Donc IT System, historiquement, c'est une société qui accompagne les entreprises vers le cloud, Microsoft notamment, et Office 365. Et maintenant, depuis quelques mois, un fort développement sur la partie Teams, donc un accompagnement plutôt technique, et en appui avec Hervé sur la partie transformation et accompagnement au changement, qui est aujourd'hui un sujet primordial pour réussir le déploiement de ce genre d'outils. Très bien, merci à vous deux. Donc Frédéric, je t'ai passé la main comme présentateur. Très bien, super. Donc oui, je vais attendre juste avant de passer sur mon écran. Alors, comme l'a précisé Hervé, donc je ne vais pas faire une formation en long et en large de Teams, hein. C'est vraiment entre guillemets, ce qu'on peut appeler une acculturation pour ceux qui connaissent pas. Avant d'attaquer la petite démo, je veux dire, je vais enfoncer une ou deux portes ouvertes, qui expliquera pourquoi l'arrivée de Teams. Donc, en gros, hein, vous le savez tous, hein, vous utilisez tous dans vos entreprises, dans vos organisations, un certain nombre d'outils pour communiquer, pour collaborer, pour travailler ensemble. Le premier de cela, c'est le mail, hein, qui est arrivé au milieu des années 90. Avec l'arrivée des smartphones, des apps de l'ubérisation de l'informatique, on a vu arriver d'autres applications, des applications pour chatter, hein, on prend l'exemple de groupe WhatsApp. On a aussi des choses plus traditionnelles au niveau de l'informatique, du partage de fichiers, alors soit sur des serveurs à l'origine. Maintenant, on appelle plus ça des drives, du mode cloud, etc., etc., etc. Des applications pour des sondages, des applications pour faire un peu tout. Ce qui est très bien, il y a beaucoup d'éditeurs qui vous proposent un certain nombre de solutions qui fonctionnent très bien. Et ces solutions-là, elles sont souvent adaptées à un ou deux usages. Et finalement, on s'en aperçoit tous, nous aussi, dans nos propres organisations, que on va utiliser une application par usage dans un travail au quotidien, j'allais dire, dans l'entreprise, avec vos collègues, dans votre propre service, avec d'autres services, avec des partenaires, des utilisateurs externes. Et très, très vite, on arrive à une dispersion de l'information, puisque je vais avoir, par exemple, des documents sur un serveur, d'autres sur un drive, le troisième sur une Dropbox. Pour faire de la visio, je vais utiliser des outils de visioconférence, du Skype, par exemple, hein, pour ne citer que les outils Microsoft, ou du Hangout de Google. Et on arrive, voilà, comme je disais, à une dispersion, on s'y perd, il n'y a pas forcément de ce qu'on appelle du SSO, hein, de l'authentification unique, donc on est obligé de ressaisir son mot de passe à chaque fois. Et on arrive sur un empilement d'applications un peu, ça donne un peu un effet Frankenstein au niveau des organisations, et qui finalement font que, au lieu de rajouter de la productivité, pardon, je vais y arriver, nous en font perdre.
différents éditeurs sont arrivés pour proposer ce type d'application aussi, hein, ce qu'on peut appeler des agrégateurs, et c'est le cas de Microsoft avec Teams. Microsoft, hein, vous le connaissez, j'imagine, donc avec la suite Office 365, vous propose bien sûr la messagerie, hein, donc Outlook ou Exchange, vous propose du Skype pour la partie webconférence, du Drive avec OneDrive pour la partie documents, pour ceux qui connaissent du SharePoint, etc., etc., etc. Donc voilà, donc Microsoft s'est aperçu qu'ils avaient un panel d'applications, toutes les unes, on va dire, interdépendantes, mais quand même, malgré tout, en standalone et dépendantes. Et a décidé de raisonner d'une façon un peu différente, hein, comme certains concurrents, en travaillant en équipe. L'idée, c'est de ne plus parler d'application, de ne plus dire pour cet usage-là, j'ai une application. C'est de dire, voilà, j'ai ce qu'on appelle, on peut appeler ça un workplace, un agrégateur d'applications, dans lequel on ne parle plus de technique, on parle simplement d'usage. Et là, je vais vous montrer mon écran. Normalement, je pense qu'on doit arriver. Dis-moi Hervé, si l'écran arrive. Ah, c'est bon, oui. Parfait. Super, impeccable. Donc voilà, sans rentrer dans le détail, Teams, en fait, c'est un agrégateur qui est associé, et ça c'est important aussi, à la suite Office 365. J'ai oublié de vous parler dans le travail au quotidien, on a aussi le pack Office, hein, que vous connaissez, qui est historique, Word, Excel, PowerPoint et quelques autres applications. Donc on est vraiment sur un agrégateur où vous voyez la principale chose qu'on voit, à gauche, ce sont des équipes, comme vous pouvez voir ici sur l'écran. Donc là, je suis sur une team que moi j'utilise dans une école, hein, dans laquelle j'enseigne. Vous voyez ici, je suis avec un groupe d'étudiants. Et puis donc j'ai cette notion d'équipe. J'ai créé 2 équipes ici. Hein. Donc l'équipe, cette première équipe pour cette école, donc les premières années de l'EFAP, dans lequel je vais avoir ce qu'on appelle des canaux. Et canaux, on peut appeler ça une arborescence. Moi, j'appellerais ça plutôt des sous-projets, peu importe comment on les appelle. Donc le principe d'une équipe, et je vais reprendre celle-ci, c'est on va créer une équipe. Donc, vous voyez ici, alors je ne vais pas faire toute la démo, je ne vais pas vous montrer comment inviter quelqu'un dans l'équipe, c'est assez simple. Hein. Donc, moi, ici, dans cette école-là, donc les FAP, je suis identifié comme mon login, c'est intervenant Office 365. Comme vous pouvez le voir, j'ai invité, alors je me suis invité moi-même aussi, hein, donc sur mon adresse Gmail, hein, ce qui montre que là aussi, on peut inviter des personnes qui sont sur Teams, mais aussi des personnes sur des adresses génériques, hein, comme live.diglaria@gmail.com. Je me suis invité en tant qu'Econocom sur mon compte Office 365, j'ai invité un collègue et j'ai invité Hervé Bénin. Donc ça, la première leçon de Teams, c'est de travailler en équipe. Dans cette équipe, donc on va trouver ce qu'on appelle des canaux. D'accord. Hop, celui-ci, vous voyez ici, j'ai un canal général, donc qui est créé par défaut. Et puis là, donc moi là, je donne des cours sur Office 365 dans cette école-là. Donc j'ai créé un canal Excel, un canal Office, un canal OneDrive, etc., etc., etc. Si je prends ce canal-là, si je prends cette équipe-ci, donc je n'ai qu'un canal général, d'accord, où là j'ai invité un certain nombre de personnes. Et en fait, pour chaque équipe, donc je vais avoir ici une zone de chat. Ce qui est important et ce qui est intéressant, notamment par rapport à l'email, c'est que là, vous allez avoir le flux de conversation complet. Contrairement aux emails où globalement, quand vous communiquez par email, vous vous adressez en one-to-one ou en one-to-many avec des destinataires bien précis. Si une nouvelle personne vous rejoint dans un projet, dans un travail ou autre chose, vous êtes obligé de forwarder les mails, etc. Là, le gros avantage, et comme d'autres applications, hein, ça c'est pas propre à Teams, c'est que vous avez un flux de conversation et lorsque vous invitez une personne supplémentaire dans l'équipe, elle va avoir accès à tout l'historique, à tout le flux de conversation. Ça vous évitera par exemple de renvoyer un email, d'aller rechercher dans votre boîte mail, dans votre Exchange, dans votre Gmail, peu importe où, l'email que vous avez envoyé il y a quelques temps. Donc là, on arrive vraiment, là, on commence à avoir vraiment des gains de productivité là-dessus sur Teams. Par exemple, je peux taguer Hervé que j'ai invité. Alors là, je vais faire un mot simple, Hervé Bénin, bonjour. Donc là, je tag les différentes personnes. Ce qui est intéressant aussi dans Teams, au-delà du flux de conversation, c'est qu'on va retrouver mes fichiers. Donc, vous voyez, là, sur ce document, sur ce fichier-là, sur ce répertoire-là, j'ai mis simplement le support présentation qu'on utilise aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'éditeurs proposent ce type de solution.
Ce qui est intéressant, alors vous l'avez compris, hein, alors j'ai pas d'action chez Microsoft, hein, que ça soit bien clair, mais moi j'utilise Teams au quotidien parce que Microsoft Office 365 est implanté dans, je vais pas dire dans la majorité des entreprises dans le monde, mais dans énormément d'entreprises. Le pack Office est installé à peu près partout sur Terre. Je dirais, ce qui est très très intéressant dans Teams, c'est que vous êtes dans l'environnement Microsoft, même si vous pouvez en sortir, hein, c'est-à-dire que vous pouvez inviter des personnes qui ne sont pas forcément dans l'environnement Microsoft. Vous voyez ici, Keros Support Webinar, je suis dans l'environnement Microsoft, donc je vais pouvoir éditer le document, co-éditer le document avec d'autres personnes, tout en restant sur la suite Microsoft Office, sans avoir à faire de transfert, sans avoir à recharger le document ou à le transférer directement sur un autre drive. Le convertir, pardon, pas le transférer. Voilà. On peut bien sûr, à partir de ces documents-là, faire des liens. On peut taguer un certain nombre de personnes. Vous voyez ici, je peux obtenir un lien, je peux l'envoyer en externe pour faire collaborer une personne externe directement sur le document. Voilà, donc j'ai à peu près toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur de partage et de collaboration, j'allais dire d'édition synchrone de documents. Directement dans Teams, je peux éditer ce document-là. Alors là, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour la démo. Mais voilà, on peut travailler à plusieurs sur le même document à distance. Et on est bien sûr, comme on dit habituellement, anytime, anywhere, any device, puisqu'on est on est dans le cloud. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir de Teams, c'est que c'est vraiment une organisation par équipe et non pas par outil. Les outils, on ne les voit pas ici. Pour ceux qui connaissent, derrière fichier, vous avez du SharePoint, d'accord. Donc je veux dire la jet de Microsoft et l'outil de partage de documents. Et là on s'en moque, on revient vraiment sur quelque chose qui est vraiment sur les usages. Sur l'équipe, on parle de fichiers, on parle de conversation, on ne parle pas de messagerie, on parle vraiment de conversation. Et donc ça c'est vraiment important, quoi. Et l'idée, ce qui est intéressant dans Teams, c'est aussi qu'on peut créer un nombre d'équipes limité, d'accord. Soit au sein d'un service, hein, vous travaillez sur un service, vous avez des documents sur lesquels vous devez baisser au sein d'un service, soit de manière transverse au niveau de l'entreprise, ça c'est vraiment intéressant aussi, en interne et aussi en externe. Hein, la plupart des Hervé pourra le confirmer ensuite. Lorsque nous, on travaille avec des clients, avec des partenaires, on ouvre systématiquement une team de façon à pouvoir travailler avec nos clients et avec nos partenaires. Donc, organisation par équipe. Alors, les applications, elles sont bien sûr, vous l'avez compris, en mode web. Là, je suis en mode web. Je peux très bien aussi les installer. Frédéric, je t'ai repris l'écran. Ah, tu m'as repris l'écran, ok. Donc, j'étais en train de conclure, donc tu as peut-être affiché le slide, impeccable. Donc, en mode web, on peut aussi l'installer directement comme le pack Office ou d'autres logiciels sur sa machine. Le principe, il y a des petites différences entre le mode web et le mode installé sur la machine. Vous avez un peu plus de fonctionnalités lorsque vous avez installé votre team sur la machine. Desktop, mobile bien sûr, puisque c'est entièrement responsive et ça marche très très bien. Une petite chose aussi qui est indiquée sur l'écran, c'est que on ne reste pas dans le monde Microsoft. Vous avez des connecteurs avec des applications du marché. On a le cas chez des clients avec Hervé où des personnes utilisent Dropbox. On ne va pas leur dire non, maintenant vous arrêtez d'utiliser Dropbox, vous venez dans Teams. On peut mettre en place très rapidement un connecteur avec Dropbox pour venir présenter donc, sur l'application Teams toute la sécurité possible, bien sûr, une autre application tierce, du Smartsheet ou autre chose aussi. Et puis, comme vous l'avez sur l'écran, on peut s'identifier directement tout simplement avec une adresse mail. D'autres fonctionnalités, je n'ai pas le temps de vous les montrer. Oui, alors, ce qui est important aussi, c'est que vous retrouvez toutes les fonctionnalités de Skype dans Teams. Vous pouvez lancer une visioconférence Skype directement dans Teams sans avoir à sortir de l'application et à lancer une autre application qui est Skype. Du wiki, du Skype, bien sûr des blocs-notes. Et puis en effet, il y a un certain nombre d'évolutions qui vont arriver, notamment au niveau de la sécurité, sur les autorisations, sur les groupes d'autorisation. Dernière petite chose, il existe, je crois qu'il y a j'ai vu dans la liste des participants une version éducation, où là vous avez des fonctionnalités spécifiques à l'éducation sur la salle de classe, où en gros vous avez différentes notions de sécurité entre les enseignants et les étudiants et vous pouvez remettre des devoirs. C'est ce que j'utilise en fait, ce que vous avez vu sur l'écran.
J'en arrête là parce que je suis à 11 minutes. Merci. Juste pour compléter ce que dit Frédéric, donc c'est Samir, je reprends le relais 2 petites secondes. Ce qui est très important de comprendre avec Teams et pourquoi ça fait autant de buzz Teams pour un outil Microsoft, c'est important de le noter également, c'est que aujourd'hui, on a une vraie problématique en entreprise, c'est qu'on est envahi par les emails. Donc Teams aujourd'hui propose une véritable alternative pour réduire le nombre d'emails, réduire ces sollicitations incessantes qui nous font perdre un temps fou. Et on a souvent l'impression d'avoir passé la journée à traiter du mail alors qu'on n'a aucune valeur ajoutée. L'autre point qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, c'est un outil. Alors, on parle de Teams, mais les concurrents directs, ça va être du Slack, ça va être des outils proposés par Google. Et ces outils-là sont utilisés par les jeunes générations dans les écoles de commerce, dans les écoles de communication. Dans tout au long de leur apprentissage, ils se sont développés ces propres outils-là. Et lorsqu'ils arrivent en entreprise et qu'ils ne retrouvent pas ces outils, ils ont tendance à pas être très contents, nos petits jeunes. Et on est face aujourd'hui à une situation où on va devoir également être séducteur auprès des nouveaux qu'on va vouloir embaucher, et on va être séducteur notamment avec ces outils-là, un peu le même virage qu'on a eu avec les emails il y a quelques années. Et donc, il va être primordial aujourd'hui pour toute entreprise de partir vers des solutions de ce type qui facilitent la collaboration, qui facilitent le travail en équipe, qui facilitent également la mobilité pour pouvoir travailler depuis n'importe où. Et donc, le déploiement de ce genre d'outil va devenir un outil qui va être central. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour compléter tel ou tel outil, mais vraiment pour devenir le mode de fonctionnement essentiel au sein de l'entreprise. Et voilà pourquoi l'accompagnement au changement sur ce type d'outil, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que pour la réussite d'un déploiement d'un outil comme Teams, c'est pas la technique qui va être la plus difficile, c'est pas le déploiement sur les postes informatiques qui va être le plus compliqué, mais ça va être vraiment la partie transformation et accompagnement. Très bien, merci Samir. Excellente transition. Donc, après cette présentation de Teams sur laquelle vous pourrez poser des questions à la fin, puisqu'on aura une séance de questions-réponses dans les 10 dernières minutes, nous allons passer à la partie maintenant gestion de la transformation et accompagnement du changement. L'idée de Kairos, c'est de vous proposer une boîte à outils qui peut vous accompagner sur des projets de transformation. Alors là, on est sur un exemple très précis. On va par exemple imaginer qu'on passe la gestion de projet sur l'outil Microsoft Teams, donc c'est un micro-changement, enfin en tout cas c'est un périmètre assez circonscrit, mais on peut être sur quelque chose de beaucoup plus global, que ce soit au niveau du collaboratif, au niveau de la relation client, au niveau des fonctions support, même du SIRH, etc. Donc tout projet de transformation, retenez, même la sécurité, le RGPD, etc., Kairos peut accompagner ces projets de transformation. Je pense qu'à la fin, vous aurez compris pourquoi. On a une démarche en 3 étapes qui ne sont pas obligatoires, dans le sens où on peut prendre le processus en route. Kairos peut aider à comprendre les usages actuels, donc on va aider à faire un état des lieux, à partir à la fois d'un serious game qui s'utilise en mode atelier, et de catalogues d'usages qui sont embarqués sur les sujets les plus courants, mais que l'on peut enrichir avec les cas spécifiques de l'entreprise. Donc on gagne du temps, parce qu'on arrive avec des catalogues d'usages, on gagne de l'efficacité, parce que plutôt que de faire des ateliers en mode PowerPoint ou avec des post-it mode métaplan pour les ateliers plus évolués, là on est carrément dans le serious game et on capte beaucoup plus facilement la façon dont les gens travaillent aujourd'hui, c'est plus ludique, ils s'impliquent, on constate que dans les ateliers, ils ne lisent pas leurs mails, ce qui est un indicateur de succès. Ensuite, on travaille sur la cible, une fois qu'on a fait l'état des lieux, et on se dit maintenant, je veux travailler comment, et là, on a une approche par processus que vous allez découvrir tout à l'heure, et une fois qu'on a défini notre cible, on a donc une notion d'accompagnement du changement, et cette notion d'accompagnement du changement est organisée autour de quiz que vous allez également découvrir dans la démo. Donc, scénario d'accompagnement du changement, sur notre gestion de projet, à l'intérieur de l'entreprise, on a décidé qu'on allait utiliser Microsoft Teams et on se pose la question comment on va réaliser cet accompagnement du changement. Donc, première chose, notre recommandation, c'est de définir de nouveaux processus avec ce qu'on appelle les key users. Et dans cette première étape, on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors c'est du processus qui est pas du processus conçu pour de l'informaticien, c'est pas du logigramme avec des flèches qui remontent, etc. Ce qui est pas une critique pour les logigrammes parce qu'on en a besoin dans certains moments, notamment quand on fait des spécifications de développement. Mais là, on est sur quelque chose qui est fait pour les utilisateurs. On a volontairement
des étapes claires. Donc là, je suis dans ma première phase, ouverture du projet. J'ai des actions qui sont sur la gauche en orange, et on va ouvrir l'espace, informer les acteurs, etc. On mobilise des acteurs et on mobilise des logiciels à chaque fois et à chacune des étapes. Et on arrive à une situation où, par exemple, dans la colonne chef de projet, je peux dire, le chef de projet, il ouvre les espaces. Qu'est-ce qui se passe? On suit la flèche, il dit, dans Teams, création d'une équipe. Donc, pour la petite histoire, ça affecte une bibliothèque dans SharePoint, mais ça pourrait être masqué et transparent. Et puis, on se dit, oui, mais on a souvent des Trello, et notamment avec notre prestataire. Donc Trello, c'est un outil de gestion de tâches qui est souvent utilisé par les startups, les entreprises informatiques et autres qui l'aiment bien. Et selon la méthode Kanban, avec des cartes que l'on déplace, c'est assez pratique. Et très souvent, on a des prestataires qui nous proposent d'utiliser un Trello. Donc je vais intégrer mon Trello à l'intérieur de mon espace Teams, et ça rejoint la fonctionnalité qu'on évoquait tout à l'heure de mise à disposition de connecteurs. Il y a à peu près 150, entre 150 et 200 connecteurs aujourd'hui qui sont disponibles, donc soit avec des briques Microsoft ou plutôt des briques externes pour l'essentiel. Et ainsi de suite. Et je vais descendre mon processus comme ça. Je fais ça grâce à Keros, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, ça peut ressembler à du PowerPoint, mais en réalité, c'est généré par la brique processus de Keros. On le fait en atelier, à la fin de l'atelier ou pendant l'atelier, on génère ce résultat, jusqu'à temps qu'on soit satisfait, on modifie quelque chose, on revient dessus, etc. C'est très ludique, les gens s'impliquent aussi très bien dans cette approche, et on en ressort un résultat qui est relativement lisible. On a un certain nombre de bénéfices. La méthode est appropriable par tous, c'est-à-dire qu'après on repasse la main et les acteurs les responsables de processus peuvent eux-mêmes mettre à jour les processus. On peut publier ces différents processus en mode cartographie, et comme ça tout le monde devient acteur. Donc dans ce support que vous avez déjà à disposition à l'intérieur du webinar, et que vous recevrez également par mail à l'issue, vous aurez ces diaporamas, et vous avez ici à droite une petite vidéo pour aller plus loin si vous souhaitez sur ce sujet. Donc ça, c'est notre première étape. On a dit on va modifier la gestion de projet, on a défini notre processus cible, il est modélisé, il est prêt, il est publié. On a une possibilité, on a un outil dans Keros qui s'appelle Keroa, donc du nom de la petite oie que vous voyez ici. Donc en fait, c'est un outil qui se joue en ligne. Je vous le dis ici, donc on a un plateau qui apparaît quand on clique dessus, et on va faire apparaître des quiz. Voilà. Donc là, on a une question. Nos équipes utilisent les TeamSite dans SharePoint. Les fichiers doivent-ils être migrés dans Microsoft Teams? Donc ça, c'est pour ceux qui utilisaient, par exemple, déjà du SharePoint. Voilà. Donc, allez, c'était la bonne réponse. Je passe à la suivante, et on va avoir 3 questions comme ça. Bon, c'est un paramétrage, hein, on peut mettre autant de questions qu'on veut. L'idée ici, c'est d'avoir un petit teaser, hein, un outil qui attire et qu'on puisse diffuser, à l'issue duquel on va avoir la possibilité ici d'afficher une page d'atterrissage, hein, donc totalement customisée à l'entreprise, avec le projet sur lequel on est en train de travailler, et donc la possibilité de s'inscrire dans dans le programme de changement. Donc utile pour des entreprises, bien sûr, on a un certain effectif, puisque si on est quelques dizaines de personnes, c'est une information qui éventuellement peut passer aussi assez facilement en réunion, par exemple. Donc on a les 2 possibilités. Donc ça, c'est Keroa, et on a constaté à l'usage que c'était un outil qui était très très sympathique et très apprécié. Ensuite, donc on a embarqué nos utilisateurs, enfin on a commencé à les embarquer, on les a inscrits sur le programme de changement. On
On a détecté quelques personnes qui peuvent jouer le rôle d'ambassadeur. Donc là aussi, ça a surtout du sens dans des entreprises d'une certaine taille. Mais disons que déjà, à partir de 50, 60 personnes, ça commence à pouvoir avoir du sens. Et ces ambassadeurs, on va leur proposer de venir en atelier. Et là, on va travailler nos quiz avec eux en mode atelier avec le Serious Game. Donc vous voyez sur la photo ici, qui est un exemple d'un atelier réel qu'on a fait l'année dernière, on a le jeu de plateau qui est au milieu. Donc le système fonctionne aussi avec une appli en ligne. Et les participants, qu'en général on met par équipe, vont naviguer sur le plateau qui ressemble à un jeu de loi et vont découvrir un certain nombre de quiz, et à chaque fois on va traiter les quiz, on va regarder les réponses, et donc on fait un peu en quelque sorte de la formation sans le dire. Et ce sont les mêmes quiz qui vont être exposés à tous les collaborateurs, puisque là on est uniquement sur les ambassadeurs, et on arrive à la phase suivante qui est l'accompagnement du changement avec les quiz pour tous les utilisateurs finaux. Et le principe est le suivant, on a une bibliothèque de quiz qui a été installé, soit qui a été pris dans les catalogues qui sont fournis par Keros, soit qui a été construit de façon spécifique avec vous ou avec vos équipes, parce que on doit pouvoir intégrer des choses qui sont liées à l'entreprise et à la spécificité de l'entreprise, que ce soit son mode d'organisation, son système d'information, ses propres outils, et on doit surtout pas plaquer des quiz comme ça standard. Par contre, sur des sujets assez courants, on peut très très bien avoir des quiz standards, ça fait gagner du temps. Donc en fait, le principe, c'est une fois qu'on a choisi les différents quiz qu'on allait adresser aux personnes qui sont inscrites dans ce programme, on en a sélectionné 10, 20, 30, 40 par exemple, selon l'ampleur des changements que l'on veut faire. On va mettre en place un système de diffusion par mail, donc un mail qui se crée automatiquement. Donc on a un moteur qui tourne toutes les nuits et qui envoie chaque matin un mail de ce type-là, comme vous voyez ici, en disant bonjour, voici votre programme, votre quiz du jour. Et donc quand on clique sur ce mail, ce que je viens de faire ici, on arrive sur l'application online et on arrive sur l'équivalent du plateau que vous voyez tout à l'heure sur un écran en mode présentiel, et je vais traiter un quiz. Alors dans mon exemple, ils ont déjà été traités puisque j'ai déjà répondu. Donc j'ai une question, puis-je créer dans une équipe Teams dédiée à la gouvernance du système d'information donc une équipe visible uniquement par les participants autorisés. Donc la réponse était oui, il est possible de garder secrète une équipe. Donc ça a été validé. Et quand mon participant a validé cette réponse, donc on lui confirme que c'est la bonne, on lui donne une explication. Donc tout ça est paramétré dans les quiz que l'on voit ici avec le petit picto lumière. Et je peux associer des ressources. Donc je peux associer tout type de ressources, puisqu'en fait on branche des URL. Donc je peux, là en l'occurrence, je le renvoie sur l'aide en ligne de Microsoft, mais je peux l'envoyer sur une vidéo qui serait à l'intérieur d'un système de learning LMS, Learning Management System. Je peux l'envoyer sur une ressource qui serait à l'intérieur de l'intranet de l'entreprise également. Et surtout, c'est là qu'on va boucler la boucle, je peux lui dire, mais par rapport à cette question, on a un processus qui a été écrit sur la gestion de projet, et si je clique ici, je vais rebasculer dans l'interface de publication des processus, que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, mais on la découvre maintenant, qui est ici. Parce que les processus, une fois qu'ils sont écrits, c'est bien, on les publie, on les fait connaître à tout le monde, c'est bien, mais 3 semaines après, il y a la majorité des acteurs qui les ont oubliés. Donc on a ici la possibilité d'avoir un rappel, et on peut même créer ce type
de programme de façon permanente avec un ensemble de questions, par exemple pour les nouveaux arrivants. Donc vous pouvez avoir un programme de quiz comme ça qui tourne en toile de fond. Et dès que vous avez un nouveau participant qui arrive, le jour où il arrive, ou dans les jours qui suivent, on l'inscrit, et à partir de son jour d'arrivée, pendant les 30 ou 40 jours qui vont suivre selon le nombre de quiz qu'on a à l'intérieur du programme, il va recevoir un petit quiz comme ça tous les matins, dans lequel on va pouvoir saupoudrer un petit peu d'informations, flécher des ressources, et on peut adresser tous les sujets. Y compris comment je dois faire pour remplir ma note de frais, qui s'occupe de quoi dans l'entreprise, enfin, etc. Il suffit là d'avoir simplement un tout petit peu d'imagination. Alors, notre représentation processus qui est ici, là je suis sur un processus, et j'ai aussi la possibilité de naviguer en mode cartographie, où je vois ici l'ensemble de mes processus, et si je reclique ici sur gérer le projet, je reviens sur mon processus de gestion de projet. Donc j'ai la possibilité de publier mes processus de cette façon-là, de façon à les valoriser. Voilà, donc ça c'est notre système de push qui présente un intérêt, puisque c'est fait pour être traité rapidement. Moi j'appelle ça, c'est aller taper sur l'épaule du collaborateur. Alors, avant de passer aux questions et réponses pour lesquelles vous allez pouvoir commencer à lever la main, donc n'hésitez pas, si je regarde nos participants, s'il y a déjà des mains levées. Donc un mot sur Kairos Transformation. Donc le principe et le modèle économique de Kairos, c'est qu'on loue l'outil le temps nécessaire au projet. Hein. Kairos met à disposition un réseau de prestataires, consultants, experts qui sont certifiés sur la méthodologie. Donc Frédéric et Samir, qui sont intervenus tout à l'heure, font partie des partenaires Kairos. Et donc nous pouvons aussi former vos collaborateurs au outil de Kairos pour une transformation pérenne. C'est un outil assez léger, on est sur des budgets de l'ordre de quelques centaines d'euros pour les programmes, donc qui sont pas des investissements énormes. C'est un outil, on va dire, dans l'air du temps, plutôt agile. Vous aurez la possibilité via cette diapo, quand vous aurez téléchargé le document, de vous inscrire vous-même et de recevoir un quiz par jour pendant 12 jours pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à le faire, parce que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne se rend pas bien compte effectivement de l'intérêt que ça représente. Voilà, et vous avez également nos coordonnées qui sont ici. Alors, je vois que j'ai une main levée. Je vais, hop, le temps de récupérer ma souris. Je vais ici, donc, donner la parole à Audrey. Tac, tac, tac. Voilà, Audrey, vous avez la parole. Oui, bonjour Audrey de la société Altaris. Nous, on fait du conseil en SIHA et on est en train de se poser la question d'utiliser Teams entre nous. Je voulais savoir, enfin j'avais deux questions en fait. Tout à l'heure, vous avez montré les canaux, donc je voulais savoir à quoi ça servait de créer des canaux. Et la deuxième question, est-ce qu'il est possible de travailler sur le même document en simultané à plusieurs? Vous avez évoqué la possibilité de travailler à plusieurs sur le même document. Je voulais savoir si ça pouvait enregistrer les modifications en même temps. Voilà, mes deux questions. Oui, alors tu veux que j'intervienne, Hervé? Vas-y, Samir. Alors, concernant la partie canaux, en fait, l'idée de Teams, c'est qu'on se crée une équipe. Donc, on va créer une équipe dans laquelle on va intégrer des personnes. Et dans une équipe, on va pouvoir créer plusieurs canaux. En fait, un canal, c'est l'équivalent d'un site de travail collaboratif. Donc, ce site de travail collaboratif doit être organisé ou bien autour d'une problématique, ou bien autour d'un service, ou bien autour d'un projet. Mais un canal est égal à un projet. Voilà. Donc, c'est un mini-site de travail collaboratif. Et chaque mini-site peut être configuré de manière différente. Par défaut, vous allez toujours avoir le fil de conversation et le partage de fichiers.
Et ensuite, vous pouvez ajouter un nombre illimité d'onglets qui peuvent répondre à vos besoins. S'il faut un planificateur de tâches, s'il vous faut un outil de formulaire, s'il vous faut un partage documentaire complémentaire, voilà. Vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez ajouter. Ensuite, concernant la coédition, vous avez bien entendu la possibilité de travailler à plusieurs sur un document. Et ce qui est encore plus intéressant dans l'outil Teams, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser les offices online. Donc, si demain vous êtes amené à partager votre Teams avec des gens externes qui ne sont pas du tout sur l'environnement Microsoft ou Office, ils vont quand même pouvoir intégrer votre Teams, ils vont quand même pouvoir travailler via le navigateur et via les offices online. Alors après, pour la coédition et pour être totalement honnête avec vous, ça fonctionne très bien en termes techniques. Maintenant, quand vous travaillez à 5 ou 6 sur un document Word, sur différents paragraphes, ça peut être embêtant d'avoir les lignes qui bougent constamment. Maintenant, sur un tableau Excel ou sur un PowerPoint, la coédition a une vraie valeur ajoutée et on peut travailler à plusieurs sur un document sans aucun problème. En ce qui concerne le versionning, vous avez aussi automatiquement, lorsque vous mettez un document dans Teams, le versionning qui est activé. C'est-à-dire que moi, vous pouvez me partager un document et si j'ai le malheur de bousiller votre document, vous aurez la possibilité de revenir à toute version du document puisque les versions sont illimitées. D'accord. Et juste une dernière chose sur la coédition. Vous avez la possibilité, par exemple, sur Word, d'utiliser le mode révision de façon collaborative avec les autres personnes de l'équipe, si vous êtes beaucoup à travailler dessus. Mais là, avec le pack Office. Et j'avais une dernière question, si je peux. Allez-y. J'ai une autre main levée, mais allez-y. Juste parce que nous, on est une petite entreprise, je voulais savoir, est-ce que vous accompagnez aussi, enfin, c'est un peu vous demander vos tarifs, mais est-ce que vous accompagnez des petites entreprises avec des tarifs qui pourraient nous correspondre? C'est quoi petit? Bah, nous, ça serait pour 10 utilisateurs. Ah oui, très souvent, on intervient dans des entreprises de 10 personnes. On a tous les trois, des exemples d'intervention en commun d'ailleurs, sur des entreprises d'une dizaine de personnes. On fait pas la même chose, bien évidemment, que dans des entreprises de 1000 personnes. Et on adapte, on adapte à la prestation, bien évidemment. Ouais, aucun souci. Ouais. Merci Audrey. J'ai une question de Thomas Fournier. Donc Thomas, je vous passe la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, donc Thomas Fournier du CFA Jean Bosco. Alors bon, ça peut répondre aussi à la question d'Audrey, hein. Nous, on utilise, enfin, mon poste dans l'entreprise, c'est d'accompagner au changement et de permettre à tous les utilisateurs d'utiliser l'environnement complet Office 365. Donc là, on est en pleine phase de lancement Teams. Et donc la coédition fonctionne en effet, puisqu'on fait ça du coup tous les jours, hein, que ce soit sur un OneNote, un Word, un Excel. Les seuls trucs, c'est qu'on rencontre parfois des soucis, alors c'est avec la synchronisation, je pense, sur des gros tableaux Excel, parce enfin, apparemment, on n'arrive pas à trouver la limite. Si on est à plusieurs sur un gros tableau Excel avec plusieurs onglets, le fait de passer d'un onglet à l'autre, parfois ça coupe et ça pose après des vrais soucis d'enregistrement et enfin ça bloque un peu le système, quoi. C'est un peu dommage. Mais sinon, enfin tous les jours, moi je suis en coédition avec des gens qui sont pas du tout dans mon entreprise et ça fonctionne très bien. On travaille comme ça avec un prestataire tous les jours. Très bien, merci Thomas. Il y avait une question à poser ou c'était juste pour répondre à Audrey? C'était, enfin par rapport à, enfin ouais, c'est un peu une question quand même. Est-ce que vous connaissez un peu une limite par rapport à ça, à la coédition sur Excel? Parce que c'est parfois un frein quand même, nous, dans l'entreprise. C'est notamment les comptables, hein, qui utilisent des tableaux très lourds de 10 mégas, qui viennent en plus d'un autre système à la base, hein, d'un ancien serveur classique. Et donc avec la migration, bon, parfois on a eu des versions, des anciennes versions d'Excel, donc il faut déjà la transformer. Mais est-ce que vous connaissez un peu les limites en termes de poids ou de fichiers pour que ça fonctionne sans problème, en fait, la coédition sur Excel, je crois. Alors, on va être sur différentes problématiques. Ce qui peut ralentir un fichier Excel, ça peut être les macros.
qui sont dans le fichier et qui nécessitent des fois, donc dans Teams, par défaut, l'outil va vous proposer d'ouvrir le document dans Excel Online. Donc généralement, quand on est sur un gros fichier Excel, il est plutôt conseillé de l'ouvrir sur du Excel en dur. Et après, si vous êtes uniquement sur du online, ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié à la capacité de votre ligne Internet de pouvoir synchroniser du fichier assez lourd. Ça peut être lié aux macros qui sont générés et qui vont devoir tourner sur la partie online. Là, la limitation n'est pas liée à Teams, mais plutôt liée à la conception de votre fichier Excel. Ouais. Et malheureusement sur Excel, ça c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, il y a aussi un accompagnement à envisager là-dessus. Mais sur Excel, tous ceux qui utilisaient les vieilles macros 2003, etc., petit à petit vont être ne vont plus être supportés par Microsoft. Et il va falloir se forcer à les réenvisager ou à basculer sur du Power BI ou ce genre d'outils. D'accord. Très bien, merci. Voilà. Et alors, pour revenir sur Teams, du coup, par rapport aux canaux, justement, parce que du coup, là, comme on est dans le déploiement de Teams au CFA, malheureusement, on a formé les personnes à Teams et on commence à avoir, et c'est le souci que je rencontre, à avoir une multiplication de Teams. Et du coup, le contre-coup de ça, c'est qu'on me dit, ouais, mais alors maintenant, on sait plus où sont nos fichiers, comment on fait pour aller les retrouver, qui me parle, enfin voilà, c'est le souci parce que du coup il y a des teams qui sont créés alors qu'on pourrait peut-être faire un rassemblement avec des canaux, mais parfois pour une seule, enfin pour deux équipes, il n'y a qu'une personne qui diffère par exemple, donc on est obligé de créer un deuxième Teams juste pour une personne en gros. Voilà, c'est le souci qu'on rencontre dans le déploiement. C'est clair, Thomas. Je vais me permettre de répondre et je vais répondre Oui, bien vite sûr. parce que j'ai 5 questions en attente. Là, typiquement, Marocco, il faut travailler un petit peu sur le process et la bonne pratique. Et ça vaut le coup de définir la bonne pratique. Donc, c'est l'idée du process qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est de se poser des questions et de se dire dans quel cas je vais faire comme ça, dans tel cas je vais faire comme ça, dans tel cas je vais faire comme ça. On est actuellement en mission avec Frédéric à Lille Lille-Paris sur l'ISEG. On est en train de déployer ça de cette façon-là. Et là, on est en train de finir les ateliers de conception des processus. Et je peux vous dire que les gens ressortent des ateliers en disant ouais, c'était absolument indispensable. Parce que si chacun se fait sa propre vérité, là, c'est très compliqué. Merci Thomas. C'est d'ailleurs la vraie difficulté et l'importance de l'accompagnement au changement, c'est que Teams à la base est un outil facile à utiliser, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur est capable de créer une équipe, est capable de créer son canal et de commencer à travailler. Ce qui va être important, c'est que ça soit dans le cadre de l'entreprise, que ça corresponde aux besoins de l'entreprise et que ça ne va pas créer une boîte de Pandore où tout le monde va stocker à sa manière. Et le deuxième point qui est très important et l'importance d'accompagner vos utilisateurs et le déploiement, c'est également d'avoir une gouvernance, de définir des règles, par exemple la nomenclature qu'on va utiliser pour nommer les teams, à quel moment un Teams est considéré comme obsolète ou actif, et ainsi de suite, et ce qui permet demain d'éviter la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je vais donner la parole à Fabien Klein qui avait une question, et je la donnerai ensuite à Laurent Sabi et Emmanuel Petit qui ont levé la main également. Oui, bonjour, Fabien Klein de l'Académie du Service. J'entends les questions relatives à la coédition sur Excel, les gros fichiers Excel. Moi, j'ai une problématique assez similaire sur des fichiers PowerPoint. C'est vrai que c'est sur des gros fichiers. Justement, sur cette base, est-ce qu'il y a des best practices sur le stockage? Je viens d'une entreprise où on avait l'habitude d'utiliser des groupes Office 365 pour répondre à une partie des problématiques auxquelles répond Teams, mais justement pour éviter les problèmes de stockage. Là, Teams apporte quand même beaucoup de possibilités avec le stockage cloud, mais quelles sont les limites justement d'utilisation du stockage cloud et quand faut-il mieux avoir recours à de la synchro ou à du stockage local, enfin j'entends sur des serveurs LAN.
Il n'y a Allô pas de règle établie. Ça va vraiment dépendre de quelle priorité vous donnez à Teams. Nous, c'est vrai qu'on a des entreprises qui ont rencontré ce genre de problématique et on a par exemple adapté les flux Internet pour que Teams et le téléchargement des documents soient prioritaires. Parce qu'effectivement, un PowerPoint qui va faire 30 MO, si vous utilisez la version online de Teams ou même le client qui, pour l'instant, le client sur le poste de travail ne permet pas une synchronisation offline, donc vous oblige à chaque fois à télécharger le document. Si vous n'avez pas derrière anticipé la partie technique et anticipé le fait que sur votre ligne Internet, la priorité passe par Teams et le téléchargement des documents, par exemple, vous risquez de rencontrer ce genre de difficultés. Alors après, on a la possibilité pour les Teams qu'on utilise très régulièrement, puisque derrière le stockage de fichiers Teams, ce n'est rien d'autre que du SharePoint. On a la possibilité d'avoir une synchro sur le poste de travail. Mais là, c'est des cas assez spécifiques qu'on peut étudier ensemble si besoin. Mais on peut faire de la synchro sur le poste de travail pour avoir une meilleure réactivité. Mais le nerf de la guerre pour un outil en cloud, ça va être la ligne Internet et ça va être la priorité que vous donnez notamment au téléchargement des documents. Et D'accord, Benjamin. petite cerise sur le gâteau, Microsoft annonce bientôt la synchronisation des fichiers qui sont dans Teams avec le poste de travail, comme on fait déjà avec OneDrive ou avec SharePoint, l'équivalent Dropbox ou Google Drive aussi, qui peut être intéressant dans certains cas et qui peut répondre en partie à cette problématique de vos fichiers. Pour être totalement honnête, on attend ça avec impatience. Avec impatience. D'accord, merci. Merci Fabien pour votre question. Merci. Je vais donner la parole à Laurent Sabi, mais qui est par téléphone. Alors, je ne sais pas si ça va marcher de la même façon. Allô, peut-être que ça marche. Oui, Laurent? Allô, est-ce que ça marche? Oui, on entend. Oui, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour tout le monde. Oui, je suis donc Laurent Sabi. Alors moi, je travaille en management de transition et j'interviens en direction de programme ou direction de projet. Alors dans des entreprises, donc la plupart du temps internationales. Et ma première question est la suivante: est-ce qu'il y a moyen dans Teams d'avoir la notion de ce qu'on appelle le programme avec des projets, on va dire des projets et des sous-projets avec une gestion d'équipes spécifiques. Par exemple, je suis amené à piloter des équipes qui travaillent sur une partie du programme, donc avec un chef de projet spécifique. Et ma deuxième question est la suivante: comme ces équipes sont internationales, si j'étais amené à développer Teams, est-ce que votre solution d'accompagnement pour la conduite du changement existe en version anglo-saxonne? Alors, je réponds tout de suite à la deuxième puisque c'est celle qui me concerne. La réponse est oui. Et en plus, je dirais, même l'interface est customisable par entreprise. Donc toutes les questions qui accompagnent les quiz, je parle de l'interface puisque les quiz eux-mêmes, les questions, les réponses et tout ça sont bien évidemment peuvent être faites dans toutes les langues. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et l'interface générique est totalement customisable dans toutes les langues également. Voilà, ça c'est pour la première question. Et puis pour la deuxième, pardon. Pour la première, est-ce que j'ai la parole? Alors pour la première, si tu veux Hervé, je peux y répondre. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Teams est un outil prêt à l'emploi. Et l'avantage de Teams, c'est qu'il permet de détacher la création de ces groupes, la création de ces équipes du service informatique. C'est-à-dire qu'un utilisateur lambda, sans forcément avoir des connaissances informatiques avancées, peut se créer son équipe, peut se créer ses canaux, peut se personnaliser ses canaux et avancer de manière assez rapide dans l'utilisation de Teams et être assez autonome. Si on commence à rentrer dans une certaine complexité au niveau des droits, l'outil qui restera l'outil majeur, ça sera SharePoint. Et donc là, dans SharePoint, je vais avoir la possibilité, effectivement, de jouer avec les droits, de jouer avec les niveaux d'accès, de pouvoir donner accès qu'à une partie de l'équipe ou qu'à une partie du canal. Alors que là, lorsque je crée une équipe, l'équipe a deux niveaux de droit, soit il est membre, soit il est propriétaire, mais on va pas avoir d'autres niveaux de droit. Et donc, on va avoir une personnalisation à ce niveau-là, au niveau des accès, qui va être assez limitée. Voilà pourquoi la création des équipes doit être fait en amont et bien le réfléchir, parce que si vous intégrez par exemple un client externe dans une équipe, il a automatiquement accès à tous les canaux. Alors, oui.
Pour Donc, on l'instant. n'a pas cette granularité-là pour l'instant. Pour l'instant, Voilà. ce qu'il faut annoncer, ce qu'il Pour faut dire l'instant, ouais. tout de suite quand on dit ça, c'est que Microsoft nous annonce pour le deuxième, d'ici la fin de l'année, hein, si j'ai bien tout suivi, la possibilité d'avoir des groupes d'autorisation différenciés à l'intérieur. Donc là, Voilà. ça répondra à la question. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une équipe avec N canaux qui peuvent correspondre à des sous-projets. On invite les différents collaborateurs donc, dans l'équipe principale. Et puis ensuite, on va pouvoir appliquer, ce que vient de dire Hervé, des droits sur chaque canal qui sera entièrement indépendant. Donc ça règle, ça peut régler beaucoup le problème. On n'aura pas une arborescence de 4-5 niveaux, mais là, on aura un niveau supplémentaire d'arborescence en termes de droit. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire aussi, pour finir de répondre à la question de Laurent, c'est que le principe des connecteurs qu'on a évoqué tout de suite peut être une façon de différencier les accès. Tu vois, parce que aujourd'hui, Teams, c'est quand même un outil, je dirais, assez générique. Il est dans les fonctions natives. On a de la conversation, on a du fichier, on a du bloc-notes, ok, très bien. Mais dans une gestion de projet, puisque là c'est la question que tu poses et qu'on sent que c'est une gestion de projet IT, on a besoin d'outils un petit peu plus sophistiqués pour gérer du planning, pour gérer du ticket, etc. Et là, avec le principe des connecteurs, si tu connectes du Trello, tu connectes du Asana, enfin bon, etc. Tu vas avoir la possibilité, effectivement, pour les différentes personnes de donner des droits, c'est-à-dire que tout le monde n'aura pas forcément accès au Trello, même si Trello sera branché à l'intérieur de l'environnement Teams. J'arrête sur cette question et je donne la parole à Manuel Petit, qui avait déjà levé la main un petit moment. Manuel, vous avez la parole. Si vous nous entendez, si vous êtes toujours là. Et j'ai une question également. Henri Lacroix. Et je vous donne la parole. Donc le premier qui va... Oui, c'est Henri Lacroix. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, oui. Voilà, donc je travaille chez Jouve et on a une problématique là d'installation de Teams. On regarde un petit peu. Et ayant une expérience sur SharePoint, je suis assez... enfin, quand on installe SharePoint ou quand on fait de la conception SharePoint, on évite les arborescences et on utilise plutôt les métadonnées. Et à l'usage, c'est extrêmement efficace. Ma question est, je suis un peu surpris de revoir sur Teams l'utilisation des arborescences. Et ma question est, est-ce que vous avez une recommandation sur comment utiliser Teams au niveau local, donc par Teams, en utilisant les metadata du SharePoint créé lorsqu'on crée une Teams? Est-ce que c'est quelque chose de courant ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne recommandez pas en restant sur une arborescence dite classique? Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Teams n'est rien d'autre. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, pardon. Oui. Je disais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Teams n'est rien d'autre que du SharePoint. C'est-à-dire que la partie document, la partie stockage de fichiers repose sur du SharePoint. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans Teams, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes dans la partie document, de l'ouvrir dans SharePoint pour avoir toutes les fonctionnalités de SharePoint et passer sur une visualisation un peu plus, on va dire, un peu plus poussée. Donc, après, ça va s'adapter à votre manière de faire. Soit vous restez sur une arborescence classique, parce qu'on s'est rendu compte que ça rassure quand même beaucoup de gens d'avoir leurs petits dossiers bien classés les uns sous les autres, etc. Ou on peut également injecter tous les dossiers et conserver cette manière de faire via les métadonnées. De toute façon, le moteur de recherche Teams n'est rien d'autre que le moteur de recherche SharePoint. Donc, il va s'appuyer sur ces éléments-là pour pouvoir retrouver du fichier. Donc, ça va s'adapter et c'est là où Microsoft a été plutôt intelligent et n'a pas voulu imposer, comme a pu le faire à l'époque sur SharePoint, des choses. Là, c'est plutôt ouvert. Donc après, de la même manière, l'accompagnement au changement va permettre de définir si on peut sauter cette problématique d'arborescence et cette obligation de tout classer dans des sous-dossiers, de sous-dossiers, de sous-dossiers, ou est-ce qu'on part plutôt sur de la méta. Mais de toute façon, derrière, Teams en lui-même ne stocke pas de fichiers. Teams stocke sur du SharePoint et derrière, vous allez chercher dans SharePoint vos documents. Merci Samir. Je ne vois pas d'autres mains levées. Oui. Manuel Petit, vous m'entendez? Oui. Oui. On vous entend. Bonjour, Manuel Petit, Toshiba. Moi, j'ai plutôt une question. Teams, on ne l'a pas du tout installé encore chez nous.
Parce que pour répondre au quiz que vous proposez, on doit forcément connaître Teams et être formé. Mais après, une fois qu'on est formé à Teams et qu'on sait l'utiliser, à quoi sert le quiz? Le quiz, alors non, il faut pas, il faut pas connaître connaître Teams pour répondre au quiz. Le but, c'est d'amener à la découverte. Les quiz, ça sert. D'abord, les quiz, je dirais, ils portent sur les sujets que vous décidez. C'est-à-dire qu'on peut les orienter. C'est vrai que dans les exemples que j'ai montrés, ils sont un petit peu techniques, ils sont centrés sur l'outil, mais ils peuvent être centrés sur l'organisation, ils peuvent être centrés sur le process, sur la façon dont vous avez décidé de travailler. Et c'est ce qui est plus intelligent à faire. Donc à partir de là, les quiz qui sont là, c'est un processus d'engagement, ou d'onboarding, comme on veut, des utilisateurs par rapport à une phase de transformation et de lancement, ou alors par rapport à des phases de rappel, où on va décider de rappeler un certain nombre de choses à différents moments. Et comme je disais à un moment donné, on peut avoir des programmes dédiés pour des nouveaux arrivants, on peut avoir des programmes dédiés pour des nouveaux chefs de projet, par exemple, quand quelqu'un passe on travaille avec des entreprises dans lesquelles il y a des cellules d'accompagnement du changement. Les cellules d'accompagnement du changement, finalement, elles remontent en amont et puis elles mettent une boîte à outils à destination des chefs de projet pour les mettre tout de suite dans la bonne pratique. Donc typiquement, un nouveau chef de projet qui est nommé, on peut l'inscrire comme ça à un programme, et puis on a un programme dédié qui s'appelle chef de projet, quoi. On peut faire tout cet usage à partir des quiz. J'ai répondu à votre question? Ah oui, tout à fait. Non, parce que dans l'exemple que vous donnez, on était orienté, en fin de compte, les questions étaient purement de questions d'utilisation de Teams. Donc, je me disais, non, ok. Un peu technique, ouais. Oui, c'est ça. D'accord, ok, très bien. J'irais même un peu plus loin sur l'utilisation des quiz, puisqu'on nous l'a demandé. Les quiz, ok, on parle beaucoup de Teams et d'outils informatiques. Ça pourrait très bien être dans le cadre de l'arrivée d'un nouvel employé dans une entreprise. Ok, il y a le système d'information, etc., etc. Il peut y avoir tout un tas d'autres sujets qui peuvent être traités par les quiz lors de l'arrivée d'un nouveau dans l'entreprise, quoi. C'est vraiment très très large. On a le catalogue de quiz est adapté à chaque entreprise et ça s'adapte facilement. Oui, dans ces cas-là, quelle est l'utilité du Teams si on crée des quiz qui sont justement pour d'autres choses que comme vous l'avez expliqué à l'instant? La connexion avec le Teams, elle est où? Ouais. Là, je parlais simplement sur l'utilisation des quiz sans parler de Teams. Hein. C'était sur la partie quiz en fait. Voilà. Donc on peut très bien utiliser la Keros transformation pour faire que des quiz sans pour autant gérer du Teams. Absolument. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait. On s'appuie sur Teams pour parler de la transformation, en fait, c'est pour ça. En effet, c'est deux sujets qui sont bien différents. Oui, on prend cet exemple-là, mais on pourrait utiliser Keros pour travailler sur un nouveau CRM, travailler sur un nouvel ERP, ou même des fonctions existantes d'un ERP existant. On pourrait même imaginer de mettre des actes médicaux pour une population d'infirmières, par exemple, à l'intérieur, pour déterminer ce qu'on doit faire dans tel cas, etc. Enfin, on peut intégrer en fait tout ce qui est lié à une connaissance que l'on a envie de diffuser, et on va la diffuser de façon personnelle, c'est-à-dire qu'on va envoyer un message à l'utilisateur, et puis de façon un petit peu ludique également, quoi. Et bien sûr, je l'ai pas montré, on a bien sûr un back-office avec un dashboard pour suivre tout ça, la progression, et savoir si ça répond, si les gens s'intéressent, si effectivement les quiz sont traités, et quels sont les niveaux de réponse, est-ce que les réponses sont plutôt bonnes, enfin, etc. Voilà. Toutes ces informations. C'est un outil de pilotage du changement, quoi.